BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière. C'est le vendredi, les pros des cryptos. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et nos talents cette semaine, ils vont nous accompagner. Claire Balva, elle nous rejoint, la directrice générale de Ladane, pour participer, renforcer la démocratisation des actifs numériques. Bienvenue Claire. Et Owen aussi nous accompagne cette semaine. Owen Simonin, fondateur de sa chaîne YouTube, Hasher avec un H au début. Il est à la tête de Myria. Bienvenue également Owen. Bonjour. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des grandes actus de cette nouvelle semaine crypto. D'abord, le potentiel technique, graphique. C'est Gilles Santacreux qui nous rejoint, boursicoté.com. Bonjour Gilles, ravi de vous retrouver. Bonjour. Le Bitcoin, on le trouve au même endroit que lors du précédent épisode, vendredi dernier, toujours autour des 67 000 le Bitcoin. Comment est-ce que vous voyez la suite graphiquement parlant, Gilles ? Graphiquement, effectivement, ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'on a eu donc cette forte baisse sur l'ensemble des crypto-monnaies qui a en moyenne fait perdre 30% de valeur en une semaine. Donc c'était à la fin du mois de janvier, début du mois de février. Et puis suite à cela, on a tenté un rebond technique et on s'est stabilisé. Donc effectivement, pour le Bitcoin, c'est 66 000 $ pour un Bitcoin. On ne bouge pas. Alors ce qui est un petit peu inquiétant, je dirais, c'est que par rapport justement à l'ampleur de cette phase de baisse, moi j'utilise par exemple des retracements de Fibonacci pour essayer de voir un petit peu l'éventualité d'un rebond, et les rebonds techniques qui sont suivis donc de cette baisse n'ont jamais dépassé le retracement à 38,2%, ce qui veut dire que nous sommes toujours potentiellement dans une dynamique baissière. Et ce qui continue à aller dans ce sens, c'est que sur l'ensemble des crypto-monnaies, on a des mouvements qui sont très corrélés, ce qui veut dire que nous sommes toujours dans cette espèce de corrélation de crise. Il n'y a pas une crypto-monnaie qui rebondit plus qu'une autre ou qui baisse plus qu'une autre, on a un mouvement d'ensemble. Et ça, en général, ça traduit une inquiétude sur un secteur, ce qui veut dire que tant que l'on aura cette corrélation et l'ensemble de ces crypto-monnaies qui évolueront plus ou moins de la même manière, on n'aura pas de changement. Donc les points à surveiller sur le Bitcoin, alors on a un petit support là, 66 000 $, qui pour l'instant semble tenir sur la phase de temporisation actuelle. On aurait un retour d'alerte baissière sur rupture de la zone des 61 000 $. Sur Ethereum, cette alerte se ferait sur une rupture des 1740 $. Et sur les Ripple, pour ne citer que les principales, c'est 1,15 $. Donc globalement, ça ne bouge pas. On est dans l'attente, je dirais, d'une reprise d'un mouvement directionnel. Et tant que ça ne bouge pas et tant qu'on ne rebondit pas plus, on reste dans une position assez vulnérable sur l'ensemble du secteur. Effectivement, alors Gilles, c'est toujours intéressant de regarder ces évolutions sur les différentes cryptos. Effectivement, il y a le Bitcoin, il y a l'Ether, il y en a d'autres dont on essaie de parler aussi assez régulièrement ici dans les pros des cryptos. Ce nouvel épisode qui s'ouvre, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On retrouvera dans la suite BFM Bourse notamment tout à l'heure et la clôture des marchés en direct. Mais c'est vrai que l'actu crypto, elle est sacrément riche et dense en ce moment. Et d'abord, ce coup de foudre de l'université d'Harvard pour Ether. L'université d'Harvard, en avance sur pas mal de secteurs, de domaines quand même, vient de vendre une part significative de ses bitcoins au profit de l'Ether. Peut-être un signe de ce qu'il faut faire ou pas. On va regarder qu'est-ce qui peut motiver ce choix d'Harvard. On parlera aussi de tokenisation. Est-ce que le soleil sera bientôt découpé en morceaux ? Tokeniser le soleil, l'énergie solaire pour l'amener en collatéral dans la finance décentralisée, en soutien de l'activité, c'est l'idée d'AAV, découper le soleil en collatéral grâce à sa tokenisation. Comment ça marcherait ? Nos pros vont nous l'expliquer. Et les grands enjeux aussi de la DeFi, dont on parle aussi régulièrement ici dans les pros des cryptos. Puis on parlera aussi bien sûr d'IA, elle est partout, même ici. L'IA craquera-t-elle les smart contracts ? OpenAI et Paradigm lancent en tout cas un outil pour évaluer la sécurité des smart contracts. C'est ce qui est un nouveau sujet là qui est en train d'émerger. Nos pros des cryptos également répondront. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. Elle s'enclenche tout de suite. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc cette semaine Claire Balva pour Ladane. Bienvenue Claire. Ravi de vous retrouver. On a pas mal d'actu qui tombent, même en ce vendredi après-midi d'ailleurs. Owen Simonin aussi nous rejoint. Bonjour Owen. Bonjour. Pour Myria et votre chaîne YouTube Hasher, vous nous direz tout à l'heure si la barre des 800 000 a été franchie ou pas, parce que vous étiez à quelques dizaines la dernière fois. Donc l'actu qui tombe, sur laquelle on peut rebondir, bon allez, priorité au direct, c'est le rachat d'Exaion, vous savez, qui appartenait à EDF par l'américain Mara. Ça y est, c'est officiel. C'est un vrai sujet dans l'univers crypto pour le minage. Est-ce que la France se privera d'une capacité de minage ? Bon, bref, ce rachat par l'américain Mara, désormais, est validé, Claire. Oui, alors on l'a appris aujourd'hui, donc effectivement, c'est tout frais. C'est un sujet qui crispe beaucoup les mineurs français et même les entreprises de minage européennes, puisqu'elles voient aujourd'hui un acteur américain être privilégié
dans ce rachat d'Exaion. Donc, bon, on s'y attendait en réalité. Depuis quelques semaines, c'est vrai que ce rachat avait mis plusieurs mois à être validé. Il y avait toute une polémique qui était née à l'été dernier, quand on avait appris dans la presse les intentions de Mara. Je me souviens, c'était en plein mois d'août, pendant un week-end. L'écosystème s'est très largement mobilisé, je dirais plutôt contre ce rachat. Et donc toute la question qui était posée ici, c'était celle de la criticité de cette potentielle industrie du minage française. Est-ce qu'on voulait une industrie souveraine en France pour aller miner du Bitcoin? Donc, bon, grosso modo, ce qui est conclu, c'est que Mara va pouvoir racheter Exaion. Xavier Niel va quand même entrer au capital, mais à hauteur de 10%. Donc, a priori, on aura quand même une partie substantielle du capital qui sera plutôt américain. Et la clause, la fameuse clause de non-concurrence a été supprimée. Donc, EDF pourra toujours conclure des contrats et miner potentiellement du Bitcoin avec d'autres acteurs, ce qui est plutôt positif et leur laisse le champ libre sur ce sujet. Donc le rachat a lieu, oui, Exaion va passer sous pavillon américain, un pavillon américain avec un tout petit peu de drapeau français dedans, puisque donc Xavier Niel sera à 10% du capital de Mara, mais EDF pourra continuer de miner. C'était un enjeu, voilà. A priori, donc, si les infos se confirment, a priori, on partirait sur cette fameuse clause de non-concurrence qui finalement serait levée. En fait, ce qui crispait beaucoup, c'était le risque qu'EDF soit coincé avec un acteur américain pour développer cette filière du minage. Depuis des années, les mineurs français avaient essayé de conclure des contrats avec EDF pour dire voilà, il faut miner du Bitcoin en France, notamment sur les surcapacités. Ça permettrait de les rentabiliser, donc de faire baisser le coût de l'électricité globale. Mais voilà, ça ne prenait pas. La sauce ne prenait pas pour des raisons peut-être politiques, peut-être opérationnelles. Et là, c'est vrai que voir la sauce qui prend avec un acteur américain et se dire EDF va être coincé et va envoyer ses profits aux États-Unis alors qu'elle aurait pu potentiellement à l'avenir conclure ce type de contrat avec des Européens, c'était très frustrant. Donc c'est une bonne nouvelle que cette clause saute. Et c'est la news de cet après-midi, de ce vendredi après-midi, qui fera beaucoup réagir dans l'écosystème tout au long du week-end. On l'imagine aussi au N. Tout à fait. C'est le diable se cache dans les détails, donc je pense que c'est ce qui me fait peur là de me prononcer sur cette news, parce que ça touche vraiment un très gros écosystème. Le détail va vraiment faire la nuance entre une opportunité qui a été saisie par un acteur français ou au contraire un vrai problème et une très très mauvaise action stratégique qui a été prise par le groupe EDF sur cette vente. Affaire à suivre, mais on aura le fin mot de l'histoire bientôt, et je pense quoi qu'il arrive qu'il y aura un petit peu des deux. Il y aura une frustration, mais c'est vrai que depuis toujours les mineurs essayent de miner en France. Il y a quelque chose à faire, il y a un excédent énergétique qui permet de générer de l'énergie, du Bitcoin, mais comme le sujet était très politisé, c'est très dur de parler de Bitcoin encore aujourd'hui. Pour beaucoup, le Bitcoin, on en parle quand il baisse, on dit on vous l'avait dit quand il baisse, et c'est tout. Alors qu'on l'a bien vu en étant sur ce plateau, quand ça monte et quand ça descend, c'est sur le temps long qu'on construit une conviction et non pas sur la variation de la semaine. Et pourtant, aujourd'hui, voir un acteur américain qui d'un coup considère le minage et d'un coup voir cette firme totalement ouverte à la question, ça fait rebondir. Maintenant, on entend des échos qui vont de toutes parts et je pense qu'on va avoir un discours qui va être plus fin et qui nous dira réellement ce qu'il en est dans les jours qui viennent maintenant que ça a été signé. Et à suivre donc ce feuilleton encore tout au long de la semaine prochaine. Vous savez que c'est au quotidien notre suivi des cryptos sur BFM Business avec aussi Sandra Gandouin. Le Bitcoin donc toujours coincé sous les 70 000 $ aujourd'hui. Alors il est reconnu parce que, comme l'or, le Bitcoin, c'est des quantités limitées. Il y a un effet de rareté censé donner de la valeur dans le temps au Bitcoin. Sauf que maintenant qu'il a intégré la finance traditionnelle, le Bitcoin, sa rareté s'est un peu démultipliée par des effets de levier, notamment, dont use et abuse la finance traditionnelle. BlackRock, Claire, met en garde sur l'effet de levier qui risque de réduire l'attrait du Bitcoin. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ce qu'on appelle les futures, c'est-à-dire les paris qui sont faits à la hausse ou à la baisse sur le cours du Bitcoin, ont plus de volume que finalement les transactions de, je dirais, vrai Bitcoin. Et donc forcément, quand on voit qu'il y a plus de volume sur ces produits financiers, je dirais, et ces paris, donc c'est pour le coup une vraie forme de spéculation, on peut se demander si ça pose pas un certain nombre de risques pour le cours du Bitcoin lui-même, qui finalement n'est plus du tout attaché au véritable sous-jacent, mais qui est beaucoup plus impacté par ces traders qui font des paris à la hausse ou à la baisse. Et donc c'est BlackRock ici qui met en garde en disant si on a plus de volume sur ces futures que sur les vrais volumes de Bitcoin qui sont en quantité limitée, on a une décorrélation des cours et surtout on a un découragement, je dirais, des investisseurs plus conservateurs, je pense notamment aux fonds de pension, aux fonds de retraite américains, qui vont beaucoup plus hésiter
à aller s'exposer au Bitcoin parce que ça augmente la volatilité de l'actif avec des risques d'effet de panique, de liquidation en cascade qu'on a déjà vu plusieurs fois, qu'on a déjà traité sur ce plateau. Et donc forcément, c'est un aspect un peu négatif. Ceci dit, ça ne remet pas en cause évidemment les fondamentaux du Bitcoin. Ce que ça remet en cause, c'est plutôt le niveau de volatilité et le niveau de prix qu'on peut avoir sur cet actif par moment. Oui, il y a le Bitcoin, il y a l'Ether, plutôt Bitcoin, plutôt Ether. Il y a deux écoles. Oh, c'est un peu moins conflictuel qu'avant, mais quand même. L'université d'Harvard, en tout cas, elle a un coup de foudre pour Ether en ce moment. Je sais pas, c'est quand même étonnant. L'université d'Harvard, qui est en avance sur plein de sujets quand même, vient de vendre une part significative de ses Bitcoins au profit, Owen, de l'Ether. Est-ce qu'on a une explication ? Une part significative de Bitcoin qui d'ailleurs avait été achetée à plus de 100 000 $. Donc c'est déjà intéressant d'enregistrer que c'est une perte. Ensuite, c'est un repositionnement partiel. Donc ça fait beaucoup de bruit parce que c'est Harvard, évidemment, et qu'on a l'écho, le prestige et l'aura autour de ce nom et de cet établissement. Mais la réalité est la suivante. On ne doit pas regarder Bitcoin et Ether du même angle qu'eux. Bitcoin, pour eux, c'est le pari d'une réserve de valeur sur le long terme et l'Ether, c'est le pari d'une infrastructure sur la blockchain. C'est pas du tout la même chose. Naturellement, il y a également certains qui disent que ça vient d'une lecture mathématique plus technique des cours, qui regardent tout simplement non pas le cours de l'Ether en euros ou en dollars, mais le cours de l'Ether en Bitcoin, en disant que c'est un point potentiellement stratégique. Et ensuite, il y a quelques personnes qui sont en train de se dire que l'Ether est en train de changer son fusil d'épaule. On voit la finance traditionnelle arriver, on sait que le marché a évolué, les cycles également, on sait que Wall Street et les marchés plus traditionnels sont en train de se positionner directement sur la blockchain, et c'est visiblement Ether qui tokenise, Ether, qui sera choisi par le Nasdaq ou je ne sais quelle institution pour envoyer des actifs. Et donc, naturellement, ce pari d'infrastructure risque de se concrétiser. Maintenant, est-ce que le jeton Ether va se valoriser et va capter la valeur de la blockchain ? Ça, c'est une autre question, mais il semblerait que l'Ether continue son développement, soit de plus en plus scalable et permette ce genre de choses à l'avenir. Et c'est vrai qu'Ether n'arrête pas d'évoluer. Là. Vitalik Buterin multiplie d'ailleurs les chantiers. Et du coup, ça craque un peu dans la direction. Thomas Tanksak, j'espère bien le prononcer, jusqu'ici co-directeur exécutif de la fondation Ethereum, vient de quitter son poste après seulement 9 mois. Ça va trop vite les changements chez Ether. Enfin, qu'est-ce que ça dit ce départ après seulement 9 mois, Claire ? Alors, trop vite ou pas assez vite, on ne sait pas. Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a un choc des cultures, visiblement, au sein de la direction. Puisque, alors, j'espérais que vous alliez m'apprendre comment prononcer le nom, mais c'est Thomas Tanksak, visiblement, part après un temps relativement limité. Pas bien entendu. Tu veux le prononcer, Owen? Il part après, finalement, un temps relativement court à la tête de la fondation Ethereum. C'est quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise où il faut décider vite, il faut agir vite. Et donc, on peut imaginer, mais là, évidemment, ce sont des hypothèses, qu'il était peut-être frustré par la culture au sein de la fondation Ethereum, qui est une organisation décentralisée. Et donc, les choses vont un peu plus lentement. Il faut mettre tout le monde d'accord. Ça reste une organisation avec beaucoup de chercheurs. Et puis, il y a eu une réorientation stratégique. Récemment, on en a parlé sur ce plateau il y a quelques temps. Vitalik Buterin a remis en cause la place des Layer 2 et veut désormais que les Layer 2 soient plus spécialisés et que le Layer 1, donc la vraie blockchain Ethereum, reprenne un peu plus de place, devienne beaucoup plus scalable. Et donc, tous ces changements stratégiques et ce choc des cultures ont pu conduire là aussi à des craquements au niveau de la direction. Effectivement, et c'est ce qu'on observe dans l'univers d'Ethereum. Et face à cela, c'est disruption, parce que les cryptos sont une disruption, mais le disrupteur sera-t-il disrupté ? Est-ce que les cryptos seront disruptés par l'IA, par le quantique ? On va en parler. Déjà, l'IA. Est-ce que l'IA va craquer les smart contracts ? OpenAI et Paradigm, on a appris ça cette semaine, lancent un outil pour évaluer la sécurité des smart contracts face à l'IA. Ça fait beaucoup de bruit parce que c'est pas n'importe qui non plus, c'est OpenAI. Par contre, il faut bien comprendre quelque chose. L'intelligence artificielle n'est pas une menace directe pour les crypto-monnaies, mais c'est bel et bien une menace instantanée. Quand je dis que ce n'est pas une menace directe, c'est que ça menace tout, plus largement, et pas que les crypto-monnaies en particulier. Ça ne remet pas en cause certains principes de la cryptographie sur laquelle reposent les différentes cryptos, contrairement au quantique. Et ça, du coup, c'est un autre sujet. Par contre, c'est instantané. Pourquoi ? Parce qu'on peut écrire beaucoup plus de code, beaucoup plus vite. On crée une surface beaucoup plus rapidement qu'avant. Et donc, quand on crée une surface beaucoup plus large sans la vérifier, il y a naturellement plus de trous dans la raquette. Mais à l'inverse, on peut utiliser cette IA pour scanner une surface beaucoup plus large et détecter s'il y a des erreurs. C'est toujours pareil.
Globalement, ça va accélérer quelque chose qui existe et donc il y aura naturellement plus de failles, mais également plus d'outils pour les couvrir. Globalement, les entreprises qui proposent des audits de sécurité le mentionnent et naturellement font un marketing dingue pour dire que c'est le moment de lutter contre ça et c'est le moment de souscrire à un abonnement et d'avoir encore plus d'audits. Par contre, l'intelligence artificielle sera utilisée tout aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est important de le comprendre. Face au risque de l'IA, sécurisez-vous grâce à l'IA, quoi. C'est toujours pareil. Mais oui. C'est comme une main. Une main, c'est une caresse et puis c'est un coup de poing, c'est les deux à la fois. Ça dépend ce qu'on en fait, c'est pareil, un couteau, etc., etc. Et le quantique, alors vous disiez le quantique, c'est pas pareil là pour le coup. Il se trouve que la blockchain Bitcoin prend les devants sur le quantique. Est-ce que la menace est en train véritablement de s'approcher ? Elle vient de franchir donc la blockchain Bitcoin une étape importante pour rester debout malgré le quantique. Qu'a opéré Bitcoin pour tenir à terme face au quantique et est-ce que le quantique, Claire, va pas par définition gagner, quoi ? Alors c'est une proposition pour l'instant qui est faite sur Bitcoin, c'est pas encore implémenté, c'est pas encore là dans le réseau, mais ce que ça démontre, c'est qu'effectivement la communauté Bitcoin se prépare à l'arrivée du quantique. Et vous savez, Guillaume, on parle depuis des années sur ce plateau de l'arrivée du quantique. À chaque fois, on répète que le quantique n'est pas encore là, mais il ne faut pas attendre qu'il soit là pour se préparer. Et se préparer, ça prend beaucoup de temps. Et donc forcément, les différentes communautés derrière les différentes blockchains se préparent. On en avait parlé sur Ethereum aussi. Et ici, sur Bitcoin, c'est vraiment un sujet très précis. C'est celui de la visibilité des clés publiques. Et en fait, l'enjeu derrière le quantique, c'est de se dire, si demain, il y a un ordinateur quantique suffisamment puissant, à partir d'une clé publique, il pourra peut-être calculer votre clé privée dans un temps raisonnable. Et donc, on veut arriver à limiter la visibilité des clés publiques dans le protocole Bitcoin. Et donc, c'est ça que propose cette proposition d'amélioration, mais c'est loin de résoudre encore tous les problèmes. Et donc, il va falloir effectivement non seulement mettre ça en place techniquement, mais aussi organiser en fait toute une migration de Bitcoin et de l'ensemble des différentes blockchains. Je pense qu'on aura 1000 fois l'occasion d'en reparler, hein, le quantique, l'IA, etc., les impacts, opportunités, risques, etc. C'est les pros des cryptos. Votre épisode hebdomadaire à retrouver tout au long du week-end en podcast et replay sur l'application BFM Business. Et puis on peut aussi investir en crypto à travers la bourse. Bah oui, de plus en plus. On a même des titres cotés et le principal d'entre eux, c'est Coinbase qui revient des enfers. Hein. Ce titre Coinbase, il a plongé ces derniers mois. Mais désormais, on est sur un vrai point d'entrée. C'est le point de vue de Bernstein. Coinbase est en position de rebond et d'après Bernstein, pourrait même prendre plus de 200%. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Sur quoi repose le scénario de Bernstein, Owen ? Coinbase représente bien plus que simplement un pari, comme celui que Bitcoin sera la réserve de valeur numérique ou celui que l'Ether sera l'infrastructure. Coinbase représente cet écosystème, représente la technologie, représente ces crypto-monnaies et leur valorisation. Il représente globalement l'intérêt des investisseurs pour ce secteur. L'intérêt est aujourd'hui au plus bas. Et quand on voit la claque qu'a pris Coinbase, c'est pas une baisse, hein, c'est une claque à cette échelle. Clairement, c'est également un gros support parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois, si je dis pas de bêtises, que sur une baisse violente, à ce prix approximativement vers les $160 à plus ou moins $5, le cours est multiplié par plus de 2. Donc, la position, elle peut se tenir et elle peut se comprendre pour un investisseur. Maintenant, j'ai appris à ne pas insulter l'avenir dans ce marché. Ouais. Bitcoin peut toujours descendre plus bas, l'intérêt peut être toujours plus faible et la traversée du désert toujours plus longue. Mais sur le long terme, je ne pense pas que ce soit un mauvais call. Et c'est ça sa thèse aujourd'hui, c'est de se dire que Coinbase, c'est la société régulée, c'est celui qui incarne la blockchain au Nasdaq et globalement, il est au plus bas parce que l'intérêt des cryptos a suivi. Oui, oui. D'ailleurs, il y a une question qui circule beaucoup sur les réseaux. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que le Bitcoin vale 0 ? Vous avez vu passer cette question aussi sur les réseaux cette semaine ? Voilà, c'est une question qui anime, c'est pas du tout une prédiction. Un risque technique. Pour moi, c'est la seule vraie raison. Un risque technique, une perte de contrôle et quelqu'un qui arriverait à ne plus limiter Bitcoin à 21 millions d'unités. Et encore, il y aurait des moyens de faire ce qu'on appelle un rollback. Il y aurait évidemment un consensus de personnes qui voudraient revenir en arrière. Mais à part un problème technique qui fait que cette horloge ne fonctionnerait plus comme elle tourne depuis toujours, je ne vois pas comment Bitcoin pourrait atteindre 0. Mais, et surtout, ça repartirait. C'est-à-dire qu'il vaudrait... il s'approcherait de 0 très ponctuellement, avec un risque technique, le temps que le problème soit corrigé, pour ensuite repartir avec un nouveau consensus. Donc, en fait, il ne pourrait jamais réellement atteindre 0. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'un des premiers développeurs à avoir utilisé Bitcoin a déjà mis des ordres sur les différents exchanges pour acheter les 21 millions de Bitcoin à quelques centimes d'euros pièce. Donc techniquement, mathématiquement, il ne pourra plus jamais atteindre les 0 parce qu'il y a des gens qui prennent le pari de Claire en se disant s'il baisse à 0, ça ne durera pas. Et donc, ils sont déjà positionnés dans les order books. D'accord, parce que à la limite, je voulais en profiter pour vous demander c'est quoi la plus grosse proba, qu'il atteigne 0 ou qu'il atteigne $1 million ? Il n'y avait aucun sujet. Je prends le million, évidemment. Ah ouais, bon. Tiens, cette question, parce que nos auditeurs, téléspectateurs, followers réagissent
Régis aussi. Sam nous a écrit à propos de stratégie. Stratégie vaut désormais moins que sa trésorerie de Bitcoin. Comment vont-ils gérer ça, Claire? Alors ça, Guillaume, il faudrait leur demander. Mais effectivement, c'est un cas intéressant parce que vous vous souvenez que Stratégie avait acheté des quantités colossales de Bitcoin, sauf que dans leur appétit vorace pour acheter du Bitcoin, ils s'étaient aussi endettés. Ils avaient emprunté des milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Alors évidemment, ne faites pas ça chez vous, n'allez pas emprunter de l'argent à la banque pour acheter du Bitcoin. Et aujourd'hui, ils font face à deux problèmes. Le premier, c'est que les investisseurs dans les actions de Stratégie se posent la question, mais finalement, si le cours du Bitcoin baisse, ce qui arrive quand même là depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, est-ce que vous allez être en capacité de rembourser vos dettes? Donc il y a une question de liquidité, de trésorerie pour Stratégie. Et puis la deuxième question, c'est celle de la concurrence. Pourquoi est-ce que le modèle de Stratégie marchait très bien au départ? C'est parce qu'il n'y avait pas d'ETF. Et donc, Stratégie était en fait le seul véritable ETF. Donc, pour les gens qui voulaient se positionner sur Bitcoin sans acheter du vrai Bitcoin, eh bien, ils allaient acheter des actions alors c'était MicroStrategy à l'époque. Aujourd'hui, il y a plusieurs ETF qui fonctionnent très bien. Et donc, le rôle de Stratégie en tant qu'ETF Bitcoin, il est un peu plus compliqué à faire valoir puisqu'il y a déjà beaucoup de concurrents. Et donc, face à ces deux problèmes, eh bien, le cours de l'action de Stratégie est finalement inférieur à le prix des bitcoins que Stratégie a en réserve. Donc, c'est assez paradoxal. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, peut-être en vendant un certain nombre de bitcoins, en allant chercher de nouveau de la liquidité en dollars. Mais là, ils sont en train d'en acheter à nouveau des bitcoins sous le prix auquel ils ont en moyenne acheté. C'est-à-dire que ça fait baisser leur prix moyen, en fait. Je pense que leur conviction n'a pas changé, c'est sûr. Donc, je doute qu'ils renoncent à accumuler des bitcoins. Néanmoins, plus ils accumulent de bitcoin, plus il faut aussi qu'ils aillent chercher de la liquidité pour rembourser leurs dettes. Et puis, il le dit lui-même, Bitcoin, c'est de l'argent. Tout le reste n'est que dette. C'est son positionnement. Donc, emprunter des dollars qui, selon lui, vont perdre de la valeur, donc son emprunt va se dévaloriser, va tendre vers zéro, pour acheter du Bitcoin, c'est emprunter une monnaie de singe pour acheter de l'or. C'est sa ligne. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, ils ont plus de 2 ans de cash pour rembourser les dettes, parce qu'il y a des dettes qui arrivent à échéance, il faut les payer. Et pour terminer, leur directeur financier, quand on a un DAF qui va sur Twitter pour dire ça, c'est qu'on est quand même avec une équipe de personnes qui partagent des convictions assez fortes, ils ont expliqué qu'ils peuvent rembourser tout le monde, ainsi que leurs créanciers, sauf si le Bitcoin descend en dessous des 7800 $. Ça veut dire que ça peut arriver. Ça veut dire que le risque existe. Mais en tout cas, ils l'ont sur les épaules, ils l'ont quantifié, ils l'ont mesuré, et ils sont prêts à aller jusqu'à la banqueroute pour tenir. Par contre, si là, le marché repart, MicroStrategy va se relever et on aura éprouvé un modèle de cercle visiblement vertueux jusqu'à présent, mais qui risque d'être vicieux, et c'est ce qui inquiète tout le monde. Les prochains mois vont être follement excitants. Effectivement, à suivre de très très près sur Wall Street, ce titre Stratégie. Donc, il y a peut-être des introductions en bourse encore à venir, d'ailleurs, dans l'écosystème crypto cette année. Pour que les gens investissent davantage en crypto, il faut aussi que la fiscalité soit stable, au moins stable. Or, dans un peu plus d'1 an, on aura les présidentielles et les législatives. La France fera-t-elle le choix de baisser ou d'augmenter les impôts? Franchement, on est en France, on est sûr de rien. Et il y a un mauvais exemple désormais à nos portes, les Pays-Bas. L'Assemblée néerlandaise a voté l'imposition à 36% des plus-values latentes. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous n'avez même pas, c'est l'évolution de la bourse. Mais quand ça monte, on vous taxe, même quand vous n'avez pas vendu vos actions. Est-ce que c'est grave de ressentir un plaisir du fait que ce ne soit pas une idée française? Parce que franchement, on m'aurait dit que c'était une idée française, c'est dans la dynamique des choses en ce moment. Ouais. Bon, pourquoi c'est grave d'imposer la plus-value latente? Il y a une liste suffisamment longue pour qu'on termine l'émission dessus, donc je vais essayer de faire court. Premièrement, si vous achetez du Bitcoin et qui fait un très gros multiple, vous avez un gros gain, et c'est arrivé par de nombreuses fois dans le passé, ça peut vous obliger au 31-12 à vendre vos Bitcoins pour payer votre impôt. Ensuite, si le Bitcoin s'effondre, comme c'est arrivé de nombreuses fois, encore une fois par le passé, vous pouvez vous retrouver dans une situation où les finances publiques ont gagné 5, 10, 15, 20 fois plus que vous, sur un risque que vous avez pris. Quand vous avez de la plus-value, elle est imposée. Quand vous avez de la moins-value, on ne sait pas vraiment comment elle peut être reportable. Un peu comme en France d'ailleurs. Quand on gagne, on paye. Quand on perd, vous avez perdu. C'est le jeu. En plus de ça, ça vient tuer toute dynamique, parce que c'est pas que sur Bitcoin, c'est sur la détention d'actifs liquides. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus grave, à mon sens, pour les Pays-Bas tout entier, puisqu'on va vraiment voir, et ça c'est mon pari et c'est mon take, au-delà du Bitcoin qui touchera le million un jour, c'est le fait que le monde de l'investissement va changer aux Pays-Bas, et à un moment, quand on veut prendre de l'impôt, eh bien, on a besoin d'avoir une surface imposable. Et je pense vraiment que la surface imposable des investisseurs qui sont encore suffisamment fous pour investir après ce genre de loi va drastiquement se réduire aux Pays-Bas, et en réalité,
Personne n'avait osé le faire en Europe. Quelqu'un montre l'exemple. Je pense que le temps nous donnera une réponse suffisamment concrète et pragmatique pour savoir si d'autres pays s'aligneront ou non. C'est terrible quand même, parce que alors c'est pas encore complètement validé, il faut que le Sénat valide, mais a priori il devrait valider ça. La France à côté va passer pour un paradis fiscal à côté. C'est non, fou. alors attendez, Vous allez voir des on a un peu d'avance ici. Vous allez voir des partis politiques en France expliquer que non, mais en France quand même on est bien moins imposé qu'aux Pays-Bas. Et vous allez voir, ça va être un argument terrible, terrible ce qui est en train de se passer. Le signal est forcément, terrible. parce qu'on pourra enfin trouver un pays qui impose les plus-values plus durement que nous. Donc oui, ça fera sûrement un exemple. Et c'est les vrai plus-values latentes, c'est fou. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une recherche, en tout cas, d'argent pour l'État français qui a besoin de toujours plus là aussi de liquidité et de budget. Donc je ne serais pas surprise qu'on voit effectivement cet exemple arriver dans le débat politique. Et puis ça tue la stratégie, ça tue les intérêts composés, ça tue ça. C'est pas simplement un impôt, c'est également une interdiction de réaliser certaines stratégies pour l'investisseur. On n'en parle peut-être pas assez dans les pros des cryptos, de la finance décentralisée. On va essayer de se rattraper là, même s'il nous reste à peine 2 minutes. D'ailleurs, ça permet d'enjamber les aléas fiscaux, la DeFi, ou c'est pas le sujet en l'occurrence C'est pas le sujet, ouais. On y passe à un moment ou à un autre quand on fait un change euro, sauf si c'était imposé sur les plus-values latentes. Et là, au 31-12, bing. Tac. Dans la finance décentralisée, l'innovation continue. La DeFi est en quête permanente de collatéraux. Elle cherche des collatéraux pour soutenir l'activité. Le fondateur d'AAV a cette idée, tokeniser l'abondance, tokeniser le soleil, l'énergie solaire pour l'amener en collatéral de l'activité. Comment ça marcherait ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Tiens. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne suis pas vraiment capable de vous répondre. En réalité, pour déjà découper le soleil en morceaux. Voilà, c'est pas découper le soleil en morceaux. C'est vraiment prendre des contrats de génération d'énergie renouvelable, notamment des contrats de génération d'énergie solaire, qui sont des revenus projetés à 15 ou 25 ans, c'est des contrats qui existent, et globalement permettre ces revenus certains de les utiliser comme collatéraux pour faire l'équivalent d'un prêt Lombard mais dans la blockchain, c'est-à-dire les déposer sur une plateforme comme AAV, par exemple, à tout hasard comme ça, pour pouvoir déposer cette liquidité qui est un flux de revenus futurs certains ou quasi certains et permettre de l'utiliser pour emprunter d'autres monnaies. C'est pas idiot dans le fond. Maintenant, la complexité serait purement légale, ce serait du regulatory et ce serait vraiment ensuite quel est le volume et quels sont le nombre de personnes qui sont réellement éligibles à ça. Bref, il y a une différence entre est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non, et est-ce que c'est légalement faisable, si oui, dans quel pays et dans quelles conditions, et pour finir, qui seraient les emprunteurs ou les personnes qui auraient vraiment ce genre de dépôt et qui aimeraient pouvoir le faire fructifier. Ça, c'est une autre question. Ouais, je ne pouvais pas faire plus. Pas gagné, Claire. Non, mais l'avenir nous le dira. Après, effectivement, le marketing est très beau, de dire qu'on découpe le soleil en morceaux. Ouais, voilà. Non, mais et puis alors, il y a un autre marché dont on ne parle peut-être pas assez ici dans les pros des cryptos, mais il s'est effondré, c'est vrai, ces dernières années. Le marché des NFT, les non-fungible tokens. Les gens aussi ont oublié le nom depuis. Ça, et ce qui bouge encore, est-ce qu'il est encore vivant ce marché ? Ce marché n'arrive pas toujours à partir, mais on apprend cette semaine que l'influenceur américain Paul Logan vient de prendre une fortune et de vendre une fortune, une carte Pokémon. Elle est super rare, cette carte. Alors, une carte qu'il avait, cette carte Pokémon, déjà vendue sous forme de NFT plus tôt. Mais là, il l'a vendue en physique aussi et ça lui a rapporté gros. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Et est-ce que c'est pas une mauvaise pub de plus pour le marché des NFT, en fait, Claire ? Alors, c'est une mauvaise pub dans la mesure où, effectivement, la personne qui a vendu cette carte et fait des bénéfices est liée à une certaine affaire, effectivement, de rug pull avec une plateforme qu'il avait créée. Donc, ça ravive, en fait, des affaires qu'on avait plutôt envie d'oublier dans le marché des NFT. Maintenant, honnêtement, c'est l'exception qui confirme la règle sur ce marché. Ça fait des mois, voire des années qu'on n'avait pas parlé sur le plateau de quelqu'un qui avait fait des bénéfices importants avec une revente de NFT. Vous voyez qu'ici, on en parle, on se dit, mais attendez, c'est incroyable, quelqu'un a gagné des millions avec une revente de NFT. C'est bien le signe que ça n'arrivait plus. Et vous doutez bien que toutes les personnes qui ont perdu des centaines, des milliers ou des millions d'euros parce qu'ils avaient acheté des NFT qui ne revendent pas, bon, évidemment, on n'en parle pas ici. Donc, cette carte, je crois qu'il n'y en a que 39 exemplaires. Il a fait un bénéfice de 11 millions de dollars en la revendant. Donc, oui, c'est une très belle vente. Mais le marché des NFT, globalement, même s'il existe toujours, il a beaucoup souffert dans les 2 dernières années. Oui, effectivement. Owen, je vous vois avec un regard presque de compassion pour ce marché des NFT. On en est là, quoi. Ouais, puis un petit parallèle avec un sourire en mode, il y a quand même un être humain qui vient de vendre une carte. 16 millions. On peut toujours, quelle que soit la compréhension qu'on a du marché, de l'offre limitée, de l'engouement, on peut prendre un petit peu de recul et se dire waouh, il y a quand même des choses qui sont un petit peu dures à expliquer aux gens autour de nous quand ils ne connaissent pas cette industrie. C'est un discours de vieux, ça. Vous êtes en train de critiquer les jeunes. Non, parce que le pire, c'est qu'il avait déjà vendu cette carte en format NFT avant. Et ça,
Ça, c'est encore plus intéressant à raconter. Plus haut, plus fort, plus vite, c'est le marché des NFT et puis les pros des cryptos. Le vendredi, en podcast et replay sur l'application BFM Business. Merci beaucoup à tous les deux. Claire Balva, directrice générale de l'ADAN, et Owen Simonin. Asher, votre chaîne YouTube, combien d'abonnés ? Plus de 800 000 abonnés. Ça y est, c'est fait. Et oui, quand même. Mais le million, alors comme pour le Bitcoin, c'est probable. On y va tranquille, tranquille. C'est probable, mais avec une croissance à la hauteur du cours de Coinbase. Alors voilà, oui, c'est tranquille. Ça, d'accord. C'est ça, à la vitesse d'une tortue au sprint, on dit aussi. C'est ça, mais on est à fond. Qui sera au million en premier, le Bitcoin ou vous sur le nombre d'abonnés ? J'espère moi quand même. Quand même. Bon. Merci à tous les deux, Owen et bien sûr Myria à vos côtés. Dans un instant, BFM Bourse, les pros des cryptos à retrouver tout le week-end. Donc bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.